Parfait, donc je vais commencer ça. Webinaire sur le principe 7 des 14 principes de Toyota. Utilisez les contrôles visuels et capteurs pour qu'aucun problème ne vous échappe. Donc, évidemment, je ne suis pas Hugo Poulain, j'ai laissé la présentation de Hugo, là, puisque c'est l'investigateur de l'événement et fondateur de Lean en soi. Donc, Hugo qui a une vingtaine d'années d'expérience dans l'implantation du système Toyota, qui a fait plusieurs projets en France, en Belgique, au Vietnam, donc à l'international, qui a fait des formations pour le ministère de l'Économie dans l'amélioration continue, accrédité pour les enseigner, donc le système Toyota en soi. Partenaire de Mike Ozeus, auteur du Toyota Way et du Kentucky Lean Tour, que je vais vous expliquer tantôt. Donc, on a évidemment plusieurs clients avec qui on travaille depuis plusieurs années, principalement dans le domaine manufacturier, mais aussi dans l'institutionnel, dans le service, des hôpitaux, les écoles, même cliniques dentaires, des choses comme ça. Donc, on est dans plusieurs domaines. Donc, on parle de Toyota, évidemment, parce que c'est une entreprise qui a plus de profit, un meilleur retour sur investissement, un processus de développement plus rapide que la compétition. Donc, ça prend 1 an environ à développer une nouvelle voiture, un nouveau modèle, comparativement à 2 à 3 ans pour la concurrence. Et Toyota qui a toujours été profitable dans les dernières années, les 25 dernières années principalement. Donc, le Toyota Way, le livre dans le fond sur les 14 principes, écrit par Jeffrey Likers et Mike Ozeus étant co-auteur. Donc, les 14 principes, si je résume rapidement, le premier étant la planification stratégique pour une philosophie long terme. Donc, c'est une chose à laquelle on n'excelle pas dans les entreprises américaines ou en Occident. On est plus dans l'action, les résultats court terme. La plupart des gens font des planifications stratégiques, mais la plupart aussi arrivent à la fin de l'année puis ont fait 30% de leur plan, puis toutes les raisons sont bonnes pour ne pas avoir eu le temps de le réaliser. Donc, quand on regarde comme faut le principe 1 dans le livre, dans la littérature, on parle de vision long terme au détriment des profits court terme. Donc, on n'est pas l'excellence à ce niveau-là. Donc, c'est un principe de base quand même fondamental. Les principes 2 à 8 qui parlent plus des procédés, des processus. Donc, être standard, être efficace là, dans nos façons de faire. Les processus 9, 10 et 11, principes 9, 10, 11, qui sont plus au niveau des humains derrière les processus. Donc, former des leaders, favoriser la collaboration, les partenaires, les fournisseurs, d'en tenir compte. Donc, Toyota qui fabrique des autos dans plusieurs pays du monde. Évidemment, pour que puissent réussir, ses partenaires, ils les soignent, ils les intègrent dans leur culture. Comme on dit, on n'est jamais plus fort que notre maillon le plus faible. Donc, tous les fournisseurs, que ce soit mexicains, chinois ou peu importe, ils doivent être forts aussi solides que l'ensemble de la culture là, de chez Toyota. Et les principes 12, 13, 14 sur l'apprentissage de l'entreprise qui doit, dans le fond, évoluer, devenir apprenante. Donc, on voit ici Hugo avec Mike Ozeus. Donc, témoignage là, de ceux qui ont fait le Kentucky Lean Tour, qui est dans le fond une visite de l'usine Toyota au Kentucky. J'ai pas eu la chance de le faire, mais je m'en fais parler régulièrement. Dans le fond, c'est quelque chose qui est apparemment très transformateur à ce niveau-là. Attendez-moi une petite seconde. Voilà. Bon, ça. Donc
Donc voilà pour le Kentucky Lean Tour. Pour ceux qui s'intéressent, évidemment, on peut en parler avec Hugo. Vous pouvez le contacter. Il offre des visites. Là, c'est un... si je ne me trompe pas, ça se passe sur 2 jours, 3 jours même. Il y a une formation qui est faite à l'usine Toyota au Kentucky. Et les principes là-bas, on peut les observer là, physiquement. Donc, c'est tout expliqué à travers des formations, l'ensemble de l'usine qui a une visite. Là, c'est quand même très grand comme site. Donc, ça a l'air vraiment exceptionnel. Donc, dans la littérature, on voit souvent la représentation du système Toyota, le temple de Toyota, donc le pilier du bas, la fondation qui est au niveau de la stabilité, là, la standardisation, tout ce qui est standardisation des processus. Le pilier de gauche qui est le juste à temps, les flux tirés. Ce graphique-là, il est assez cool. Ainsi que le pilier de droite qui est plus au niveau du contrôle qualité, là, les systèmes qualité. Et le Kaizen qui est au milieu, on pense souvent que c'est un atelier ou un exercice pour faire des changements rapides, mais c'est plus une culture en soi là, au quotidien pour intégrer le changement, adopter les meilleures pratiques. Donc, juste avant de parler du principe 7 d'aujourd'hui, juste parler rapidement de notre plateforme de formation en ligne pour nous aider un peu à expliquer ces principes-là, tout ce qui va autour du Lean finalement. Donc, on a une plateforme de formation en ligne dans laquelle on offre toutes les certifications reconnues dans l'amélioration continue du Lean Six Sigma. Le White Belt, Yellow Belt, Green Belt Office ou dans les services, puis le Black Belt également. Donc, sur notre site web, il y a une démo, il fallait l'essayer. C'est directement des petits exercices du White Belt dans l'introduction. Donc, moi je parle de ça, c'est que dans le fond, ce qu'on apprend dans les 14 principes de Toyota, c'est des outils, des concepts du Lean et sont tout expliqués à travers ces formations-là. Donc, évidemment, il y a des vidéos qui les expliquent, qui les présentent. Et par la suite, il y a une partie plus pratique, simulée. On le voit ici, là, c'est une usine qui fabrique des drones dans laquelle on doit mettre en pratique vraiment les concepts qu'on apprend. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend des choses, il faut aller l'implanter dans l'usine, changer les postes de place, modifier les quantités de l'eau, ainsi de suite. Donc, vraiment mettre en pratique ce qu'on voit. Je vois qu'il y en a qui acceptent. Parfait. Pour poursuivre sur la formation, dans le fond, il y a des entreprises qui l'utilisent systématiquement dans l'intégration des nouveaux employés, principalement le White Belt, le Yellow Belt qui est plus une introduction. Donc, juste comparer, là, le White Belt, on parle d'1 heure et demie, 2 heures là, de formation, puisqu'on voit toutes les bases historiques du Lean, les premiers concepts là, de base quand même essentiels. Là, on parle le Gemba Wall pour les tournées de plancher, les gaspillages, donc juste être au moins familier avec tous ces concepts-là. Comme peut-être certains d'entre vous ont vu une publication qu'on avait faite là, récemment, Manac, qui utilise notre plateforme là, systématiquement pour les nouveaux employés, qui font un white belt et la plupart font un yellow par la suite. Donc, c'est couramment utilisé. On a plusieurs entreprises qui l'utilisent aussi là, pour ça. Donc, sans parler de la compétition par rapport à ça, un green belt, on parle de 3 à 5 000 $ à peu près là, dans les institutions offertes là, différents formats. Nous, on l'offre à 750 $ et ça se fait en une journée si on se fâche, mais c'est plus 2 jours, là, 2 à 3 jours au maximum. C'est des petites capsules de 5, 10, 15 minutes. Même la partie pratique dans l'usine, c'est des petites choses de 10-15 minutes. Donc, c'est très flexible, 100% en ligne. Fait qu'on peut le faire à la maison, au bureau. On se connecte, on avance et voilà. C'est normé ISO. Là, ça répond à tous les critères là, de la norme ISO sur la formation sur l'amélioration continue. Donc, c'est quand même très apprécié pour ceux qui le font. Encore là, si vous avez des questions sur le sujet, vous nous contactez. Il y a une démo disponible sur notre site web. Là, tout est disponible à ce niveau-là.
Donc, le vif du sujet, le principe 7, contrôle visuel, capteur pour qu'aucun problème nous échappe. Donc, c'est vraiment la définition du principe 7. Ce qu'on veut, c'est une information qui est visuelle parce que les gens apprennent plus de façon visuelle qu'écrit ou à l'écoute. D'où l'importance d'avoir une gestion visuelle ou un affichage des choses. Idéalement, des indicateurs en temps réel. Et c'est quelque chose que Toyota prend depuis plusieurs années, évidemment. Bon, des exemples, il y en a plusieurs, on va en voir prochainement. Et aujourd'hui, ben, on parle plus d'éléments numériques, des écrans tactiles, les indicateurs en temps réel, les applications, même la réalité augmentée. Je m'assurer que... Parfait. Donc, un des contrôles visuels les plus répandus, c'est la fameuse tour lumineuse qu'on appelle le hand-on. Ou les feux de circulation là, qu'on a au quotidien. Ça prend pas une formation très évoluée pour comprendre le fonctionnement d'un système comme ça. Quand c'est rouge, il y a un problème. Quand c'est vert, ça va bien. Quand c'est jaune, il y a potentiellement quelque chose qu'il faut regarder. Donc ça, c'est ce qui est quand même répandu. Quand c'est pour les opérateurs qui sont proches, on le voit tout de suite, c'est simple. Les chefs d'équipe peuvent voir s'ils ont plusieurs opérateurs, plusieurs équipements là, à surveiller. Quand un superviseur passe, ben, il peut voir dans l'ensemble de ses départements rapidement d'un simple coup d'œil s'il y a des problèmes en cours. Quand on parle des grandes entreprises, aluminerie, les mines ou peu importe une entreprise qui a un grand territoire, ben là, on peut déporter les signaux vers plus une salle de contrôle pour que justement quelqu'un puisse intervenir à distance, faire un appel, demander de se rendre sur les lieux, ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle même avec la réalité augmentée, quelqu'un peut mettre un casque à distance, on peut faire du téléassistance ou du remote assist en bon français pour vraiment pointer physiquement, mettre une flèche devant ses yeux avec le casque pour qu'il voit, ben, regarde dans le panneau tel breaker ou regarde telle valve ou tel bouton, ainsi de suite. Donc, on est rendu là avec la technologie, mais c'est le principe d'avoir de l'aide visuelle. Et que dès qu'il y a une anomalie, un problème, ben, il y a un signal qui nous avise pour intervenir rapidement. Bon. Le rôle des capteurs dans le système Toyota, le tableau de bord automobile, la plupart reconnaissent là, l'ensemble des signaux qu'on voit là. Donc, c'est des choses qui sont communes dans le quotidien, qu'on fait plus ou moins attention, mais qui sont là depuis longtemps. Pour avoir ce type de signal-là qui va nous aviser idéalement avant une anomalie, ben, ça prend des capteurs. Capteurs de niveau, capteurs de pression, de température, de proximité, des contacts. Donc, tout ça doit être en place pour mesurer, capter l'information et de l'afficher là, idéalement pour prévenir. Ça coûte moins cher que de guérir. Bon, aussi, c'est ça, dans la détection de problématiques, d'anomalies. Dans le contrôle qualité, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé beaucoup. Donc, des caméras qui inspectent des pièces. Dès qu'il y a des non-conformités, les pièces peuvent être éjectées ou toutes sortes de systèmes là, qui peuvent nous aider à ça. Et on peut facilement penser que lorsqu'un problème est détecté, ben, il y a quelque chose, un signal quelconque qui arrive à l'humain ou sur un tableau pour le signifier, pour après ça venir intervenir. Est-ce que c'est un problème qu'on peut corriger là, rapidement? Bon. En lisant cet article-là qui me rassurait, évidemment dans tout ce qui est les pièces d'avion, tout ce qui est principalement tout ce qui est qui joue avec la sécurité, santé là, des individus. Il y a toujours des contrôles qualité en place là, à la pièce carrément, pour s'assurer de la conformité des choses. Donc, et on peut facilement penser justement que dès qu'il y a une anomalie, il y a une indication qui nous dit en temps réel qu'il y a un problème éventuel là, qui est là. Bon, un autre exemple ici là, d'inspection de bidon d'huile. Donc, un défaut peut faire une fuite peut devenir
un danger potentiel. Donc, et de recevoir un signal pour intervenir. Donc, le but, c'est de capter à la source l'information pour intervenir le plus rapidement possible, pour éviter de faire une, deux, trois et plusieurs non-conformités. Donc, souvent, on voit ça quand il n'y a pas ce type de système-là en place, de contrôle, de captation de l'information. Bon, on se rend compte à la fin, au produit fini, en inspectant qu'il y a un problème. Mais là, on en a fait plein. Là, c'est beaucoup plus coûteux de réparer, d'intervenir. Donc, quelques petites recommandations, si on peut dire, au niveau de l'implantation pour les contrôles visuels. Les conditions de succès, si on peut dire, là, pour favoriser ça. Donc, c'est bon pour implanter à peu près n'importe quel projet d'amélioration, mais principalement dans le contrôle visuel. Ça prend l'engagement de la direction, donc pour soutenir les implantations, il faut être conséquent là-dedans. Il faut former, sensibiliser les équipes et les faire participer. Donc, si on veut que les gens adhèrent à un contrôle visuel qu'on met en place, si on veut que ce soit efficace, idéalement, de faire participer les gens. Les former, leur expliquer à quoi ça sert, c'est quoi le but, comment l'interpréter, comment l'utiliser, quoi faire avec cette information-là. Donc ça, c'est une partie des fois qui est négligée. On s'empresse, on met quelque chose en place. Ben, ça n'a pas l'adhérence qui serait souhaitée. Personnalisation, adaptabilité, simplicité et clarté. Donc, évidemment, on veut que notre solution, notre indication, notre contrôle visuel soit clair, soit simple, facile à comprendre, plus facile à former, évidemment, et plus facile de donner un signal pertinent, qui soit adapté aussi. Donc, un tableau de bord automobile, si je reviens sur l'exemple, un pneu qui flash en orange, je peux m'attendre à ce qu'il y ait un problème avec un pneu et non une porte ouverte, là, tu sais. Donc, c'est le principe de simplicité, d'adaptabilité. C'est clair, c'est facile. Intégrer dans les routines quotidiennes. Donc, au quotidien, idéalement, il y a une vérification de ces systèmes-là, de s'assurer que les gens le comprennent, de faire le suivi régulièrement là, par rapport à ça. Si on le fait régulièrement, on n'arrive pas après un certain temps, puis qu'on nous dit, ben, ça fait longtemps qu'elle ne marche plus, ou je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Donc, c'est au quotidien, il faut s'en occuper. Donc, faire des suivis, des ajustements, ben justement, si il y a de l'évolution dans nos postes de travail, des nouveaux employés, des nouveaux produits, des nouveaux outils, ben, il faut que ces systèmes-là soient adaptés. Il faut faire les ajustements si c'est nécessaire. Donc, il faut faire le suivi régulièrement pour s'assurer que ça demeure efficace et que ça atteint le but pour lequel on l'a mis en place. Avoir une culture de la transparence. Dans le fond, c'est de se donner le droit à l'erreur. Si les gens se trompent, ça arrive à tout le monde, donc faut que les gens se sentent à l'aise d'admettre leur erreur, qu'on leur tapera pas sur les doigts, puis que le but c'est d'avouer justement qu'on s'est trompé, dans le but de faire des ajustements si nécessaire pour s'assurer que le même problème ne revienne pas, simplifier encore plus le procédé pour le rendre plus exempt d'erreurs. Donc, au même titre, des pièges à éviter pour qu'on implante des contrôles visuels. Bon, évidemment, de ne pas suivre les conditions de succès là, pour rendre ça favorable. Donc, le manque d'engagement de la direction. Évidemment, si on n'est pas conséquent avec ce qu'on dit, qu'on ne soutient pas les initiatives, c'est évident que ça ne l'aide pas. Donc, un exemple flagrant, là, dans les écoles, on dit aux enfants ne pas courir dans les escaliers, mais si un membre de la direction, un enseignant quelconque qui court dans les escaliers, c'est évident que ça ne marche pas. Il faut faire ce qu'on dit. Implantation trop rapide sans consultation. Donc ça, comme je disais au début, on est bien bon à faire les choses rapides. On le fait parce qu'on veut un résultat rapide. Mais quand on n'a pas de consultation, ben, dès qu'on provoque un changement, il peut y avoir une réticence. Et là, il va falloir se réajuster, puis ça prend plus de temps que si on l'avait fait comme il faut au départ. Donc, et c'est important de consulter les gens, là. Si on ne veut pas les frustrer là-dedans, mais aussi s'assurer que la solution va convenir aux gens concernés finalement. Quelque chose de complexe, de trop complexe. Donc,
c'est sûr que si ça prend un roman pour comprendre à quoi servent mes indicateurs, on perd la valeur du système. Donc, aujourd'hui, dans l'automobile, justement, ça s'en vient pas mal compliqué. Quand on regarde notre tableau de bord puis que ça prend 20 pages dans notre gros écran puis qu'on peut naviguer dans des paramètres sans fin, c'est rendu trop complexe pour beaucoup de gens. Donc, peu de gens, finalement, comprennent l'ensemble de toutes les options, de tout ce qui existe, parce que c'est devenu trop complexe. Bon. Le manque de formation. Évidemment, si on néglige cette partie-là, ben ça perd la valeur de l'indicateur. La personne ne comprend pas trop nécessairement tous les signaux, les capteurs, l'information qui est sur le poste de travail. Donc ça perd beaucoup de sa valeur à ce niveau-là. Négliger l'adaptabilité et l'évolution des outils. Donc, si par exemple on met une tour lumineuse à trois couleurs, ben, généralement c'est fait pour qu'on puisse en rajouter une quatrième ou une cinquième facilement sans changer le système au complet. Donc, ça peut s'adapter ou évoluer dans le temps. Donc, quand on fait des systèmes d'affichage visuel, ben penser à long terme, est-ce qu'on peut en rajouter, est-ce qu'on peut le modifier, est-ce que ça peut évoluer simplement. L'absence de suivi de mise à jour. Donc, encore une fois, si on ne fait pas le suivi régulièrement, on se rend compte des fois qu'il y en a qui sont plus adaptés et ben là, on se ramasse avec plein d'informations qui ne veulent plus rien dire. Donc, on peut avoir, problème suivant, la surinformation ou de la mauvaise qualité de l'information. Donc, ça c'est un gros piège non négligeable. Quand il y en a trop, évidemment, on s'y perd. Et si les gens se mettent à douter de la qualité de l'information, ben là, on perd toute valeur du système. On peut penser à n'importe quel système ERP qui est dans les entreprises. Si les gens ne mettent pas les bonnes informations dedans, on va nous donner de l'information pour laquelle on doute tout le temps. Donc ça, c'est vraiment mortel. Oublier de célébrer le succès. Bon, c'est un petit piège, là, c'est pas majeur, mais célébrer, ça ne veut pas dire donner des bonbons, des cadeaux, tout ça. Mais juste de signifier aux gens, c'est le fun à cette heure qu'aujourd'hui, on a mis tel contrôle en place, ben, ça évite des problématiques, on réagit plus rapidement, ainsi de suite. Donc, tout le monde est gagne d'avoir mis ça en place. Juste de faire du renforcement positif par rapport à ça, ça l'aide un peu à tout éventuel changement qui va arriver, les gens ont plus de chances d'adhérer. Ignorer la culture d'entreprise. Bon, c'est sûr que ça dépend de la culture d'entreprise, mais en général, c'est toujours avec des valeurs de respect, d'entraide et d'offrir un produit de qualité. Donc, il faut que ça tienne compte de la culture de l'entreprise. Et d'utiliser les contrôles visuels comme outil de micro-gestion. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on a des signaux où ce qu'on tombe dans le rouge ou des signaux qui démontrent une présence de défauts, de mauvaise efficacité ou ainsi de suite, et que les gestionnaires s'en servent pour, pas nécessairement punir les gens, mais faire des réprimandes un peu ou dire, ben là, qu'est-ce que tu as fait de pas correct ou ainsi de suite. Donc, il ne faut pas faire de micro-gestion de même sur l'individu. Il faut plus s'en servir justement pour trouver c'est où dans le procédé qu'il y a des failles qui font que c'est trop facile de se tromper, ainsi de suite, puis aider la personne là, à trouver des solutions. Donc, juste pour revenir sur l'ensemble du principe, là, qui est quand même simple. Le but d'avoir des contrôles visuels, c'est pour avoir une gestion plus globale dans l'entreprise. Donc, dès qu'on a des signaux, on peut intervenir rapidement. Pour mettre des signaux en place, mettre des contrôles, les affichages, le mieux, c'est de faire participer les gens qui sont concernés dans ces postes-là, dans ces affichages-là. Si on veut qu'ils adhèrent, qu'ils fassent évoluer, qu'ils comprennent, qu'ils sentent où ils ont de l'impact par rapport à ces indicateurs-là. C'est une chose que des fois les gens passent à côté par crainte on veut pas nécessairement intégrer certaines personnes qui sont plus réfractaires, on va dire, par peur que ça va nuire à ma solution ou à son implantation. Mais généralement, si on fait ça, ben on frappe un mur parce que la personne après ça va revenir et dire que c'est pas ce qu'elle voulait, puis bon.
Donc, c'est super important quand même, même si on prétend que la personne nous aidera pas, de la faire participer, de l'écouter, de l'entendre, pour qu'au moins ça soit plus facile après ça de mettre la solution en place. Et que le but de tout ça, évidemment, c'est d'améliorer la qualité d'un produit ou d'un service rendu, améliorer la productivité ou l'efficacité d'un système, et le délai, donc le délai de réponse, le délai de passage, le délai de réaction lorsqu'il y a une anomalie ou un problème. Donc, c'est le but visé d'avoir un contrôle visuel. Donc, voilà, faites ça vite. On a une communauté en ligne là, sur les réseaux sociaux pour favoriser, dans le fond, l'amélioration continue, l'entraide là, avec nos clients, nos partenaires, tout ça. Donc, les gens peuvent poser des questions là, sur la communauté et les gens peuvent répondre, des témoignages, de l'aide ou offrir des solutions. On parle beaucoup de transformation numérique. Présentement, les subventions sont pas mal temporairement fermées, là. Il y a comme trop de demandes, puis en même temps, c'est comme la fin d'année financière, donc temporairement, il y a un petit arrêt là-dessus, mais vu qu'il y a un engouement, puis qu'au Québec, on est quand même en retard là-dessus, c'est sûr que ça va perdurer, là, qu'il va y avoir des nouveautés par rapport à ça, mais c'est sûr que comme nous, on est accrédité comme auditeur numérique, on fait des audits, mais on fait aussi de la transformation numérique. Donc moi, c'est mon principal secteur d'activité, si on peut dire, là, de développer des outils numériques sur mesure, idéalement gratuitement avec ce que les gens ont déjà, Microsoft, Google ou ainsi de suite. Donc évidemment, vous pouvez m'en parler selon vos besoins. Les prochains webinaires sur les prochains principes, les dates sont pas bonnes, mais le principe est là, donc une fois par mois et aux vacances, on fait une petite interruption là, pour éviter que les gens ne soient pas disponibles, évidemment. Donc voilà, simplement ça ce midi. Donc s'il y en a qui ont des questions, je suis disponible là, par rapport à ce que je viens de discuter. S'il y en a qui veulent s'il y en a qui veulent en savoir plus sur la visite là, de Toyota au Kentucky là, avec Hugo et Mike Ozeus, ça me fait plaisir de vous envoyer de l'information par rapport à ça. Aussi, pour ce qui est de notre plateforme de formation en ligne, là, moi je fais des démonstrations par rapport à ça. Il y en a qui veulent savoir plus concrètement le white, le green ou comment ça fonctionne. Là. Ouais, s'il y en a qui veulent la présentation, faites la demande par courriel à Hugo, on va vous l'envoyer, ça va nous faire plaisir. Là. Donc, personne qui a une main levée? Oui, Oui. j'ai une question. Pour la formation ou pour les formations certificatives, Oui. est-ce qu'il y a la possibilité de l'adapter en fonction de l'environnement de la compagnie ou l'organisation qui veut s'adhérer à une formation en particulier? Oui et non, pour répondre à la question. Ben, en fait, il y a une possibilité de le prendre à la carte, c'est-à-dire, exemple, une entreprise qui a un besoin spécifique sur, je vais donner un exemple, là, les setups de machines, ben, il y a un atelier sur le SMED dans les formations, donc il y a possibilité de prendre que cette partie-là. Mais je pense qu'il faut en prendre quand même plusieurs là, pour que ça devienne avantageux, mettons, de le prendre à la carte. Par contre,
dans des cas spécifiques comme ça, moi, quand je fais une démo, ben, les gens, après ça, ils sont plus capables de dire, ben, c'est plus le yellow qui me convient, ou c'est plus le green, ou le white, peu importe. Donc, ça donne quand même une petite idée aussi à ce niveau-là. Ma question s'adresse plutôt parce que c'est un environnement manufacturier, mais je ne vois pas que c'était adressé plutôt au secteur service. Ouais, C'était ça, là. ben oui, principalement, c'est plus dans le manufacturier. Il y a une formation qui est plus dans le service. Là, il y a le Green Belt Service, qui est, au lieu d'être une usine de fabrication, on est dans des bureaux. C'est de la gestion de projet, gestion administrative. Et c'est OK. dans le fond les gaspillages manufacturiers, mais adaptés à la gestion de bureau. Donc, on apprend OK. à niveler les tâches, niveler les processus administratifs. C'est moins visuel, justement, dans les processus administratifs. En usine, c'est facile, on voit des tas de débris, on voit des tas de problèmes, des gens arrêtés, c'est facile de le voir, de le constater. Dans les bureaux, c'est Oui. moins facile. À moins d'avoir des piles de dossiers, là, mais sinon, c'est pas tout le temps aussi intuitif. Donc, la formation est adaptée à ce niveau-là pour s'aider justement à optimiser ces processus là, administratifs, former les gens autour pour être capable de se donner de l'ouvrage quand il y en a qui sont trop débordés puis d'autres qui sont un petit peu plus au ralenti, ben, au moins on s'entraide pour améliorer le temps de passage finalement. OK. Quand même, cette formation-là, il est homologué avec la ISO 9000. Ouais, Pas l'année. par cœur, je me rappelle 13000. pas du ISO là. La 13000, c'est la 13051 ou 52. Ouais, c'est ça, je pense. Ben, ça va par là, mais est-ce qu'il est homologué Ouais. aussi, celle-là? Oui, absolument. En fait, c'est homologué la norme AFNOR là, européenne parce que c'est une formation française. Mais OK. il y a un équivalent ISO là, qui est. En fait, la norme AFNOR est plus restrictive, donc ça contient le ISO. OK. Et si on voulait avoir une démonstration pour cela en particulier, à qui on doit contacter? Vous pouvez demander directement à Hugo Poulain, mais ça va être moi qui va le faire. Fait que vous pouvez me contacter directement. Là, en tout cas, le courriel que vous avez eu, l'invitation ou le lien, vous pouvez répondre là-dessus. Moi, je vais finir par le recevoir, puis il n'y a pas de problème. Okay. Je pourrais vous montrer là, concrètement le Green Service, là, à quoi ça ressemble. Là. C'est bon, merci beaucoup. Hein. Plaisir.